stratégie de décaissement, deuxième partie. Un beau bonjour à tous et toutes. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis toujours en feu, comme d'habitude. Écoutez, j'ai une annonce à faire, c'est qu'on a décidé de scinder cet épisode-là en deux. La raison était que on était très enthousiastes et on était limité dans le temps pour faire l'enregistrement avec Denis. Puis on s'est lancé tout d'un coup, puis ça a duré quand même pas mal plus longtemps qu'on pensait. Et on tient à ce que les épisodes restent assez concis, là, idéalement dans les 20 minutes. Donc, on a décidé de couper ça en deux. Donc, en ce moment, j'enregistre ce petit segment-là après avoir fait l'entrevue avec Denis. Et on va vous faire patienter un petit peu aussi. Donc, la deuxième partie va être maintenant, mais je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir éventuellement une troisième partie. Parce qu'il y a une portion qu'on n'a pas eu le temps de toucher qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, on va avoir la chance de réinviter Denis. Donc, pour ce moment-ci, ça va être deux parties. Et il va y avoir une troisième partie éventuellement, là, probablement dans la prochaine saison. Avant de poursuivre et de retourner à l'entrevue, je veux quand même vous inviter à vous abonner, partager l'épisode, le podcast avec les gens avec qui vous pensez que ça peut être utile. Nous, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage. Ça fait en sorte qu'on peut aider plus de gens. Et on a quand même constaté dans les dernières semaines une très, très belle croissance dans le podcast. Donc, on est très heureux de ça, mais on a envie d'aller encore plus loin et de pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous, likez, faites ce que vous pensez qui est pertinent pour nous aider. Alors, sur ce, je ne tarde plus et nous poursuivons vers la suite de la discussion avec notre cher Denis. Prochain sujet, c'était la stratégie de report. Donc, reporter l'impôt, j'imagine, reporter le décaissement. C'est un blanc? Oui. Ou de bord, non, regarde... en fait, c'est que quand vous avez le choix de votre rente, régime des rentes du Québec, le régime des rentes du Québec, vous pouvez choisir. Je prends ma retraite à 60 ans. Tu sais, un peu dans la stratégie de décaissement, réel, conjoint cotisant, je parlais tantôt, ou peu importe. C'est que tu peux te dire, OK, ben moi, j'ai le droit, là, je prends ma retraite à 60 ans, je peux commencer à sortir ma rente. Mais ta rente va être pénalisée de 36 %. C'est 0,6 % par mois que tu le prends avant. Okay. Donc, c'est 36 % d'attendre de 65 ans, c'est payant quand tu as les moyens, quand tu n'as pas besoin de l'argent. Là. Ben, tu ne te pénaliseras pas de ta rente de 36 %. Tu fais le calcul, puis au pire, tu compenses avec sortie de REER, vu que tu n'auras pas de revenu de régime des rentes du Québec. Donc, tu vas minimiser tes impôts. Il y a plusieurs choses à réfléchir à ce niveau-là. Là. OK. Donc, puis, on peut aussi, on en a vraiment de lousse. Ben, tu sais, ça, je le recommande moins, mais tu peux attendre jusqu'à 70 ans avant de retirer ta rente. Fait que là, tu vas venir chercher 0,7 % par mois que tu attends sur ta rente d'augmentation à vie. C'est sûr que si tu vis jusqu'à 100 ans, t'es winner. Si tu meurs à 71, t'as manqué ton coup. C'est ça. Mais si tu n'en as pas besoin, ça devient un placement. De mettre avant. Comment? Ça devient comme un placement. Là, si tu as les moyens, tu le laisses là, puis il fait des petits encore. Là. C'est intéressant. Tu avais la stratégie de retrait séquentiel que tu m'as écrit. Ben ça, c'est un peu ce que j'expliquais. C'est où que je retire et combien de quel régime selon le besoin du moment. C'est surtout aussi avec la stratégie de taux fixe versus... Ben, pas de retrait fixe ou variable. Tu peux décider, j'en sors pas tout de suite. C'est plus dynamique. Ou tu as un placement, stratégiquement, ton portefeuille t'a mis, exemple, des actions dans du non enregistré, tu as mis tes revenus d'intérêt dans un CELI ou dans un REER, exemple. Mais là, tu vas décider de lequel que je vais retirer par rapport aux rendements fiscaux qui vont être imposés dessus. Là, tu fais un choix de où est-ce que tu sors ton argent. Je viens de terminer une stratégie de décaissement, mais la personne avait une fiducie, la personne avait une société de gestion. Donc là, c'est là qu'on peut peut-être, dans une stratégie de décaissement, là, on time avec les REER, les CELI, la société de gestion. Il y a aussi une chose que je n'ai pas mentionnée, les hypothèques inversées. C'est des gens qui vont prendre la stratégie pour voir si c'est intéressant. En ce moment, avec les taux d'intérêt, pas mal moins, mais une année, les taux reviennent bas, la stratégie de l'hypothèque inversée peut être intéressante parce que là, c'est la base de ton revenu est non imposable. Après ça, tu vas chercher ton RRQ, ton PSV, elle vient chercher ton 15 000 de non imposable que tu as. Après ça, là, si tu ressors un autre,
tu payes moins d'impôts. C'est vraiment essayer le plus possible, mais il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier. Si on dit le REER, j'attends. Fait que là, tu laisses ton REER grossir. Puis tu veux tellement jamais payer d'impôts, tu te dis, moi, je ne veux pas en payer, que tu arrives à 90 ans, tu n'as quasiment pas retiré ton REER, tu décèdes. Mais là, à ton décès, à moins d'avoir une conjointe que tu peux y transférer, REER au conjoint, donc tu n'as pas l'impact fiscal. Mais sinon, au décès, tu as 500 000 dans ton REER. Tu le sors, puis là, tu payes. Là. Oui, mais imposable à 53 % parce que c'est rajouté sur tout ce que tu avais gagné dans ton année. Exact. Ça, c'est une chose à faire attention aussi. Fait que des fois, la meilleure des stratégies, quand je l'ai fait, là, souvent, on va dire, la logique, c'est je sors mon nom enregistré parce que je paye de l'impôt dessus à chaque année. Après ça, je sors mes CELI, c'est libre d'impôt, puis après, j'attaque les REER. C'est pas elle la meilleure. C'est tu fais au prorata de chaque pour niveler ton impôt. T'en payes toujours, on va payer de l'impôt de toute façon. Si c'est pas là, c'est à notre décès. C'est juste bien de lisser. Je veux revenir sur l'hypothèque inversée pour les auditeurs. Là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que dans le fond, la banque va accepter, je ne sais pas à partir de quel âge, là, mais qu'à tous les mois, elle va te donner un montant, puis ça va se rajouter par-dessus ton hypothèque. Fait qu'au lieu de payer des paiements, tu en accumules. Je trouve ça intéressant comme stratégie parce que c'est ta résidence principale, donc c'est pas des revenus, c'est un prêt tous les mois, donc pas d'impôt. Puis là, au moment de ton décès, la succession va vendre la maison puis payer ta dette. Donc, tu vas avoir réussi à vivre pendant un certain temps sans payer d'impôts. Fait que je trouve ça intéressant. D'accumuler toute ta vie dans ta maison, puis là, après ça, ta maison, elle te paye pour rester dedans. Je suis branché à CNBC à chaque jour, puis à chaque jour, il y a une annonce justement pour ça. De ça? Oui, emprunter sur ta maison, puis à ta retraite. Puis quand j'étais courtier immobilier, j'avais une prospect, une dame, qui voulait vendre son condo. Puis elle disait, moi, je veux rester ici, je peux-tu le vendre puis louer pour rester? Mais je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez ça? Puis elle disait, je veux juste me payer des choses, tout ça. Puis j'avais fait l'inverse de... C'était pas le closing que j'avais en tête, là, mais j'avais suggéré de faire ça. Elle avait fait ça, puis ça avait comme changé sa vie. Donc, j'avais fait mon devoir d'être humain avant d'être le closer de courtier immobilier. Je trouvais ça génial, qu'est-ce que ça avait fait pour elle, là, puis elle était restée chez elle, se déménager aussi, c'est un stress, là, quand tu es rendu à un certain âge. Là. Ça pourrait être un sujet de podcast intéressant, ça, parce que c'est quand même... je pense pas que c'est super connu. Là. Aux États-Unis, ils en parlent beaucoup, mais ici, ils en parlent, mais quand même, je pense que ça reste marginal, mais ça pourrait être bien peut-être de faire découvrir ça. C'est pas si avantageux que ça. Ça l'est pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Ce que ça l'aide, c'est quand tu n'es pas un bon gestionnaire de ton argent, t'es mieux de faire une stratégie comme ça. Parce que ta rente, elle s'en vient, elle rentre, t'as rien à penser, ton argent rentre dans ton compte, puis ainsi de suite. Mais aux États-Unis, il y a eu des histoires d'horreur avec ça. C'est pour ça que quand on fait une stratégie comme ça, c'est de bien s'entourer puis de bien vérifier les compagnies qui le font, parce qu'ils ne le font pas tous. C'est ceux qui font ça, mettons, avec le taux variable, là. Ils pleurent. Good boy. Actuellement. OK, intéressant. Ensuite de ça, faire attention de ne pas perdre la sécurité de vieillesse. Je pense que tu l'as mentionné un petit peu. Là. C'était comme, oui, je l'ai mentionné au début, c'est qu'en haut de 90 000, ils te pénalisent de 15 % sur tout ce que tu retires en revenu. Bien évidemment, c'est là que tu te rends à 90 000, tu sors ton CELI. Pour éviter d'être pénalisé sur ta supplément. Parce que ce que tu sors de ton REER en plus, tu vas te le faire partie. Tu vas en perdre une partie de ce qu'on te donne gratis. Ben, gratis. En fait, c'est pas gratis, tu as payé pour toute ta vie des impôts. Puis là, il y avait un prochain sujet, mais qui peut être très dense, si on va essayer d'y aller brièvement, mais au niveau des sociétés. Là. Quand on a une société, as-tu quelques trucs à nous donner? Là, il y en a plein. Là. OK. Là, il y a des stratégies de retraite avec des assurances-vie participatives. Ça, on avait parlé. Au fond, c'était pas un podcast, on en a parlé, mais vraiment, des affaires hyper intéressantes. Mais si on a des stratégies d'assurance, puis on est une personne de placement, bien là, c'est vous qui décidez le type de revenu que vous versez. Là, c'était plus le party avant le 25 juin de cette année. Excusez, je sais que c'est intemporel, mais... Bon, on va dire ça différemment. Donc, il nous reste un mois pour faire le party? Ben, au moment où il reste un mois pour faire le party, mais c'est que, tu sais, exemple, pour nos revenus dans la société, tu te dis, ben, OK, je vais déclencher un gain capital. Ben là, en tout cas, on espère que ça revienne. Tu as 50 % qui passe dans le CDC et qui est versé dans tes poches au personnel. Tu as l'autre qui est imposable. Après ça, avec l'autre partie, tu te reverses un dividende.
Puis là, tu récupères ton IMRTD. Puis là, tu reviens jouer avec tes niveaux d'imposition puis les liquidités que tu as. Fait que là, je ne sais pas vous autres, j'ai perdu un peu, mais... Ouais, c'est... Excusez, je vais être resté simple, mais en gros, tu as une façon de jouer avec tes placements. Okay. Où est-ce que tu... Puis en plus, il y a des fonds de catégorie qui existent aussi. Mais ça, non. C'est vrai, vous attendez trading. Ça n'existe pas. Mais il y a des types de placements qui existent où est-ce qu'ils vont venir limiter les revenus d'intérêt, même si tu as des revenus d'intérêt dans tes portefeuilles. OK. Où est-ce que tu dis que ça nous touche pas, mais pour bien des gens qui font le trading ou c'est des genres d'affaires, moi, j'ai 2 compagnies. Je veux dire, on a différentes structures, mais je pense que ça, écoute, on te réinvitera juste pour ce sujet-là. Je pense qu'on remplirait un épisode, puis ça serait super intéressant de prendre le temps là, de tout l'expliquer comme il faut. Parce que moi, au niveau des compagnies aussi, c'est est-ce que tu as l'intention de la vendre ou pas? Si tu as l'intention de la vendre, tu peux avoir des stratégies, puis on l'avait vu avec Vincent un peu, pour l'exemption du gain en capital, là, qui a l'air d'être bonifié incroyable. Il va être bonifié, oui. Sur le coût de plus, mais on a vraiment une belle opportunité là, pour ceux qui veulent vendre leurs entreprises. Puis il y a beaucoup de gens qui vont vendre, en tout cas qui essayent de vendre leur entreprise en ce moment-là. Il manque d'acheteurs. Il manque d'acheteurs, c'est ça. Donc, il faut planifier à qui tu les vends. Tu peux faire un beau package pour la personne qui va acheter. Si tu sauves, tu ne payes pas d'impôt sur la vente de ton entreprise, ben qu'est-ce qui t'empêche d'en refiler une partie à l'acheteur de ce gain-là pour y rendre ça plus alléchant ou de le financer à son achat, permettre de le financer, puis à même les revenus, il va te payer. Il y a plein d'affaires qu'on peut réfléchir avec ça. Là. Mais ça, comme je dis... Tu rajoutes un risque, par exemple. Ouais. Tu rajoutes un risque. Le risque, là, il faut que tu choisisses ton acheteur pour t'assurer que c'est un bon opérateur. C'est ça. Parce que s'il l'échappe... Ou tu restes certaines années avec lui. Tu le fais pas d'un coup. Il y a plein de... Mais ça, comme je te dis, on va te réinviter. Parce que je pense qu'on va avoir des belles discussions. Là, on pourrait se perdre là-dedans. Puis, ou le faire à la volée trop vite. Donc, on a déjà un sujet pour la prochaine saison, Denis, pour te recevoir à nouveau. Et aussi, avant le podcast, je fais juste une parenthèse, on en parlait, maintenant, les jeunes, ils veulent tout être autonomes, ils veulent être travailleurs autonomes, ils veulent partir de leur compagnie. Donc, ça va de soi, là, ce podcast-là. Là. Ça va être super intéressant. Là. Clairement, c'est important. Avoir une compagnie, ça ne veut pas dire qu'on fait des millions. Là. On peut avoir une compagnie puis qu'on fait quand même de l'argent relativement important, mais ça peut toucher monsieur, madame, tout le monde. Là. N'importe qui peut faire partie d'une compagnie aujourd'hui. Bref, on fera un autre podcast. On a un sujet bouqué. Yes. Il me restait 2 sujets dans la liste. Normalement, j'avais écrit « Faites attention à la succession ». Parce qu'il faut penser à eux autres aussi, là. Se ramasser. Tu sais, l'exemple, moi, que j'ai, on avait parlé avec Vincent, tu parlais d'immobilier. La personne, elle a un immeuble, elle l'a amorti au maximum à chaque année. Fait que là, fiscalement, il vaut 0, mais elle a comme 80% de dette dessus. Méchante patate chaude, là. Il faut que ça sorte en vidéo. Tu vois la face de Denis. Tu sais, il faut faire attention à ça, là. Qu'est-ce que tu transmets, tu sais. C'est comme... On n'accepte pas, on n'accepte pas l'héritage. On n'accepte pas rien. Ouais, je pense que c'est parce que ça va coûter trop cher. Puis, c'est ça. Il faut l'évaluer. Puis ça, c'est un message important. Là. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça. Là. Mais ne pas je ne sais pas si... Excusez, je téléphone. L'acceptation tacite d'une succession. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Selon tes actions, ça, c'est hyper important. Là. Père, il est mort, il m'avait dit que je pouvais prendre son char. Ça va te promener avec le char, tu acceptes la succession, puis si c'est négatif, puis tu viens de pogner la dette, là, puis là, les créanciers vont aller te chercher. C'est important, là, quand il y a un décès dans la famille, on touche à rien. C'est pas déplacer de table, on se comprend, là, mais je veux dire, on touche à rien, on n'utilise rien, on regarde, on fait le bilan de la succession. OK, c'est positif, on va l'accepter. Sinon, on commence pas à... il y avait de l'argent dans le compte, mettons, une autre affaire. Le monsieur est très, très, très en faillite, mettons, puis il y avait un compte de banque. Madame, elle y avait accès. Elle avait une carte avec. Elle y touche. Puis là, finalement, les dettes, ça ne marche pas. Techniquement, elle est responsable de la succession, elle va prendre. Quand il passe, elle avec. Donc, pensez à ça. Puis ça, c'est toujours... Rencontrer un notaire, un avocat là-dessus, là, c'est hyper important là, de faire ça sur un bout de papier. Il faut rencontrer des professionnels quand il vient le temps. Là. Ça peut coûter très cher. Exact. Donc, soyons prudents, pensons à ceux qui sont là. Souvent, on veut en laisser aussi. Donc, c'est partie du désir. Donc, on peut structurer ça en fonction que ça soit plus facile pour eux après. Le dernier point, c'était le remboursement des dettes à haut taux avant la retraite.
faut pas avoir de dette de consommation quand on est rendu à la retraite. Là. Ça, doit être une priorité là, pour tout le monde. Là. En fait, tu devrais jamais avoir des dettes de consommation. La maison, OK. Ouais. L'auto, idéalement. Mais tu devrais pas. Ouais. Tu devrais pas. On le fait tout, mais tu devrais pas. Il y a tout le monde qui me ramasserait là-dessus, c'est normal. Notre vie est à crédit. Mm-hmm. Tout le monde vit à crédit, puis nos bons gouvernements nous ont montré pendant la COVID que c'est pas grave. Avec le prix des maisons d'aujourd'hui, je peux peut-être comprendre, mais encore là, je parle comme un vieux. Tu sais, quand j'étais plus jeune, puis moi, je pense encore de même, mais je sais que la réalité est peut-être rendue différente, mais tu sais, à la retraite, là, ta maison, il ne faut plus d'hypothèque. Là, tu sais, puis la retraite, là, je ne parle pas de retraite à 50 ans, là, une retraite, on parle de 65 ans. En théorie, là, à 65 ans, ta maison est supposée être payée, là, plus de dette. Mais encore là, on sait que depuis 3 ans, ça a changé, là. C'est plus ça, là, mais... Non, des principes de planification financière, tu claires ta maison. Ben, c'est ton logique, c'est la base, de responsabilité, là, parce que ce qu'on oublie, on dit toujours, là, j'avais souvent déjà entendu parler, une bonne retraite, c'est 70% de tes revenus. Ouais. Vous avez déjà entendu cette règle du pouce-là, à peu près? Ouais. C'est pas vrai. C'est encore une hypothèque, puis t'es à côté, puis tu as ton train de vie. Tes enfants sont déjà sortis, tu as un train de vie, t'es à côté dans les salaires que tu gagnes. À la retraite, t'as pas besoin de 70, t'as besoin de 100. C'est ça. Puis tu sais, la retraite, là, l'espérance de vie augmente tout le temps. Maintenant, c'est qui à 65 ans? Je suis d'accord, là, on prend notre retraite à 65 ans, mais il y en a beaucoup, là, des personnes de 65 ans qui retournent sur le marché du travail. Pas nécessairement, oui, pour l'argent, mais pas nécessairement pour l'argent. Tu sais, 65 ans, qu'est-ce qu'on fait? 65 ans, on est encore jeune, on est capable encore de bouger. Donc, il y a plein de facteurs qu'il faut tenir en considération, mais maintenant, la retraite, c'est quoi la retraite? Là? 45 ans, 55 ans, 65 ans. Il y en a qui vont travailler jusqu'à 80 ans parce que, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, je me vois pas à arrêter de travailler et plus rien faire. J'aime ce que je fais. Quand tu es un entrepreneur, la retraite, c'est tellement futile, mais oui, bref, un moment donné, il faut mettre un âge, il ne faut plus avoir de dette. Quand j'étais plus jeune, là, ma grand-mère m'avait dit « T'es riche quand tu n'as plus de dette ». Tu sais, quand tu n'as plus de dette, là, c'est là que tu es riche. Là. Chaque scène qui rentre, ça s'en va dans tes poches à toi. Puis tu sais, la plus grosse dépense, là, je ne sais pas c'est quoi la statistique, mais la maison, ça doit bien représenter 50-60% de notre... soit 80% de... Ouais. Bref. C'est une belle... C'est souvent, c'est que... Je veux juste rajouter un point là-dessus, puis je pourrais me faire tirer des roches à dire ça. Là. Vous le voyez que la bourse, là, la capitalisation boursière n'a jamais été aussi haute. Là. Mm-hmm. C'est haut, c'est haut, c'est haut, mais ça veut dire que l'argent existe. Que si tu n'arrêtes pas de te dire que c'est juste à 1% qui ont accès à ça, tu vas le laisser, puis toute ta vie, tu vas faire comme « Ah, ben, j'y peux pas. » Non, prends-les, l'argent est là, il faut aller la chercher, puis il faut faire les choses. En état de santé, on est en santé, on parle, là. Mais prendre la capacité d'aller au plus gros de nos capacités pour aller chercher ce capital-là. Puis pas vivre, on vient de le dire, je vais le répéter, le char de l'année, t'en as pas de besoin. Le nouveau chapeau, t'en as pas de besoin. As-tu les moyens de te l'acheter? OK, ça fait partie de ton 10% discrétionnaire? OK. Mais non, depuis 3 ans, le bazou à 5 000 $, c'est un bon investissement parce qu'il vaut encore 5 000 ou je pense qu'il vaut 6 000. Mais c'est une exception pareille. Ben oui, je le sais, je comprends. Ça. On fait une parenthèse temporelle extrême dans tout ce qu'on donne. Mais d'acheter un char 1 mois usagé, tu as un rendement de 30% par temps. Et voilà. Puis si tu l'achètes neuf après 1 mois, tu as un char usagé. Là, moi, je connais l'historique de Patrick. Là. Je vais vous poser la question pareille. Patrick, t'as-tu déjà acheté un véhicule neuf, toi? Oui. Mais tu l'as encore après... Oui. Nous autres, on avait un objectif personnel, c'est de garder notre voiture 20 ans. Puis là, on est rendu à 17 ans et demi. Je vous avoue que c'est encore très propre. On en prend soin, on l'entretient, mais challenge est là. On a le goût, il y a une pression. On a le goût. Là, le prochain, on va se gâter plus. Parce qu'on va avoir encore la vision, idéalement, de le garder longtemps aussi. Mais c'est vraiment trippant comme démarche. Il y a une fierté personnelle, environnementale aussi. Puis... c'est ça. Comme dans n'importe quoi, peu importe l'argent qu'on a, acheter neuf. Tu sais, moi, je suis en processus de vendre des trucs sur Marketplace, puis j'ai des belles lampes de chevet, puis j'ai payé, je pense, 500 $, puis là, il faut que je les vende. Je suis pas capable de les vendre, là. Ils vendent une lampe de chevet sur Marketplace, c'est quoi, 20$, 30$?
Puis, tu sais, acheter neuf, pourquoi? Les véhicules, moi, dans ma vie, j'ai jamais acheté un véhicule neuf. Exactement comme Patrick dit, tu achètes ça 1 an, 6 mois, 2 heures. Aussitôt que ça sort du garage, c'est 20-30%, ça perd. C'est fou. En tout cas, on a c'est une belle conclusion, par exemple, de parler de ça, d'endettement, parce que là, on parlait de décaissement, mais si on n'a pas de dette, on a moins besoin de décaisser à la retraite. Donc, ça facilite tout. Fait que si vous permettez, je vais aller avec la conclusion parce que le temps vraiment file. On est rendu à 40 minutes. Ça va être un bel épisode. Donc, en conclusion, moi, je vais vous partager la grande certitude qu'on a tout le monde. C'est qu'on va tous mourir. C'est cool. L'impôt et la mort. Il y a deux choses qu'on s'en sort pas. Donc, on ne veut pas être pessimiste, on est réaliste. Fait qu'il faut qu'on l'accepte. Puis après ça, on planifie le mieux possible nos affaires pour en profiter le plus possible d'ici là. Puis idéalement, laisser à ceux qui vont nous survivre, ceux qu'on aime. Ça, c'est important. C'est un processus à prendre au sérieux. Puis il est définitivement important de s'y intéresser. Je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même eu une belle discussion. Puis j'espère que ça va permettre de vous inspirer de ça, puis de peut-être mettre plus de temps à le planifier votre retraite. Qu'est-ce qu'elle va être, cette retraite-là? Puis je vous la souhaite qu'elle soit douce, dans l'abondance, puis dans le bien-être. En santé aussi, c'est encore ça la plus grande richesse avec la famille. Je termine avec ma maxime. L'avenir appartient à ceux qui la planifient tôt. Sur ce, bonne planification et bon trading.